Bonsoir chers téléspectateurs, je vous retrouve donc pour votre émission Zoom sur. Nous allons parler du programme Mehneti. L'année dernière, à partir de l'arrondissement de Mal au Brakna, le programme Mehneti a été lancé par le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, Taleb Sid Ahmed. Ce programme s'inscrit dans le cadre du programme Awlawiyati du président de la République. Pour en savoir un peu plus sur la nature du programme Mehneti et de son impact sur la vie des jeunes, nous recevons ce soir deux invités. Qui sont M. Hamadi Bekay, chargé de mission au ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports et coordinateur du projet Mehneti, pour nous en parler. Bonsoir monsieur. Et nous avons également avec nous Madame Aïcha Al-Khal, si je prononce bien, alors conseillère en communication au ministère de la Jeunesse et des Sports. Bonsoir et merci à vous de vous joindre à nous. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, dans le débat, nous allons lancer un élément comme à chaque émission pour démontrer un peu comment ça se passe et les informations que nous avons sur ce programme avec Mamadou Gueye. Le rêve est devenu réalité, comme l'atteste ce sourire qui en dit long sur la joie et le bonheur que ce citoyen sur sa moto ressent grâce au programme élargi du président de la République au niveau de Mal, Mbout, Barkewole, Mongel. Ce programme de formation et d'appui aux jeunes vivant dans cette zone du triangle de l'espoir a permis la formation de 40 jeunes dans différentes activités génératrices de revenus. Cette formation qui vise 960 jeunes contribuera sans nul doute à donner de l'espoir aux jeunes, de les fixer dans les terroirs et de participer au développement des activités dans leur localité et partant au bien-être des populations. L'exécution de ce programme confié au ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports a vu l'implication de la Caisse de crédit et de développement qui a débloqué le financement pour l'acquisition de ces moyens de locomotion, de formation et d'autres activités porteuses d'espoir. Dans le mot qu'il a prononcé, le ministre a assuré aux jeunes que l'État mauritanien continuera à les accompagner pour la réussite de leurs projets. Le maire de la commune a exprimé ses remerciements au ministre et au gouvernement pour la concrétisation des engagements du président de la République en faveur des populations. Voilà, vous avez suivi avec nous ce reportage de Mamadou Gueye. Merci beaucoup à Mamadou Gueye. Alors, entrons dans le vif du sujet. Monsieur Hamadi, dites-nous en tant que coordinateur du projet Mehneti, c'est quoi Mehneti? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. بشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Le programme Mehneti, c'est un programme de valorisation des métiers et des professions. C'est un programme qui s'oriente vers la sensibilisation des jeunes, l'identification des métiers porteurs d'emploi sur le marché, l'orientation de ces jeunes et l'amélioration de leur employabilité pour qu'ils puissent exercer ces métiers qui sont demandés au niveau du marché de l'emploi, que ce soit les métiers en milieu urbain ou les métiers en milieu rural. Le programme lui-même est né suite à un constat qui a été fait à la fois par le ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports et le ministère chargé de la formation professionnelle. Ce constat est parti de la situation où des emplois existent sans qu'ils soient exercés par une main-d'œuvre nationale, et une main-d'œuvre nationale potentielle importante existe aussi sans qu'elle soit à la rencontre aussi de ces métiers. Par défaut de compétences développées au niveau de cette main-d'œuvre d'une part, mais aussi à la suite d'un état que je dirais de mentalité, que je ne voudrais pas qualifier de rétrograde, mais quand même qui n'est pas très à la page par rapport à l'exercice de tout métier. Comme on dit, العمل كله شرف. Il n'y a rien de mauvais d'exercer tel ou tel métier. Et donc, on constate que sur le marché, il y a beaucoup d'emplois qui sont exercés par une main-d'œuvre étrangère.
au moment où nous avons une demande sociale importante constituée de jeunes Mauritaniens et qui veulent travailler, mais qui refusent d'exercer certains métiers ou qui ne sont pas, disons, chauds pour exercer tel ou tel métier au moment où ils sont prêts à exercer ces mêmes métiers ailleurs, à l'extérieur du pays. Donc le programme Mehenti est venu pour identifier ces métiers, pour les valoriser et pour développer les outils nécessaires pour que nos jeunes aient les compétences requises pour exercer ces métiers et aient aussi la volonté d'aimer et de les aimer et de les exécuter. Donc c'est en quelque sorte la philosophie elle-même de ce programme. Ce programme a été créé conjointement par le ministère de l'Emploi et le ministère chargé de la formation professionnelle. Voilà. Alors, Madame Aïcha, vous avez entendu avec nous, donc ce programme se déroule à plusieurs étapes, surtout la sensibilisation qui vous concerne, je pense. Alors, comment ça se déroule? Alors, comme vient tout juste de le mentionner M. Bekkay, c'est un travail très important qui nous attend, un travail de sensibilisation et de changement des mentalités. Parce que c'est des métiers qui touchent à des secteurs qui ne sont pas forcément, qui ne font pas rêver les jeunes. Les jeunes, pour la majorité, rêvent tous de travailler dans des bureaux ou dans l'administration publique, etc. Or, c'est un secteur qui ne représente que près de 10% de l'offre du marché de manière générale. Donc, là, la sensibilisation que l'on souhaite faire, c'est vraiment leur démontrer que ces métiers qui concernent donc tous les secteurs de la pêche, de l'agriculture, de l'hôtellerie, de la restauration, sont des métiers, comme vient de le souligner Bekkay, qui ont tout autant de valeur que les métiers auxquels ils aspiraient par peut-être manque d'informations sur les débouchés ou par manque d'informations sur ce que ça rapporte vraiment. Et donc voilà, la première phase de cette opération de sensibilisation, c'est déjà leur donner les bonnes informations, leur donner ça en main et essayer de les guider vers telle ou telle orientation. Mais quelles sont ces bonnes informations, justement? Les bonnes informations, c'est par exemple de leur dire tout simplement que le secteur des BTP, par exemple, est un secteur qui emploie, vers lequel il faut se diriger, qui peut leur permettre d'avoir des salaires beaucoup plus importants que le BTP, directeur pour d'une que tout le monde banque. puisse comprendre. BTP, c'est les travaux publics, les bâtiments et travaux publics. Il en va de même également pour l'agriculture, la pêche artisanale, les métiers de mécanique, etc. L'idée pour nous, c'est à travers des spots ou des caravanes de sensibilisation à l'intérieur du pays ou à Nouakchott, à travers des brochures, des flyers, tous les moyens de communication seront utilisés pour vraiment toucher un maximum les jeunes, aussi bien à Nouakchott qu'à l'intérieur du pays, pour vraiment s'assurer qu'on leur explique vraiment tous les débouchés de ces secteurs-là vers lesquels ils ne se dirigent pas forcément. Mais est-ce que ce sera facile si on sait que les jeunes rechignent à pratiquer ces travaux, justement? Justement, c'est ça le challenge de ce programme. Ce sera un travail qui, je pense, ne se fera pas, se fera à long terme. En tout cas, nous, on ne lésinera pas sur les moyens pour essayer vraiment via des exemples concrets de personnes qui ont vraiment réussi dans ces secteurs-là, faire appel à ces gens-là pour qu'ils racontent leur histoire, faire du storytelling. On sait que c'est ce qui parle le plus, en montrant des exemples concrets et pas rester dans la théorique. Et est-ce que lancer le programme à partir du BRACNA à l'intérieur du pays fait partie justement de cette sensibilisation ou de ce coup de com'? Qu'est-ce qui justifie vraiment le choix? Le choix du lancement du programme Mehnethi, mais du PROPEP de manière plus large. Le choix du triangle de l'espoir était un choix du gouvernement pour, je pense,
il s'agissait d'une zone qui est une zone qui est très pauvre, où la jeunesse a, pour la majorité, perdu espoir en l'action du gouvernement et qui se sentait délaissée et oubliée. Et c'était une décision, une volonté du président de la République de lancer ce programme à partir de cette zone-là pour montrer que voilà, c'est un programme qui vise à toucher vraiment tous les jeunes, où qu'ils soient, et pas uniquement les jeunes de Nouakchott ou des grandes villes. Alors, Monsieur Hamadi, vous pouvez un petit peu rajouter ce que vous pouvez nous dire sur justement sur les raisons de ce choix du Brakna de Mal, ce triangle de l'espoir surtout. Bon, par rapport à ce choix, comme ma collègue vient de le souligner, le triangle de l'espoir, comme vous savez, c'est vraiment quelque chose de particulier par rapport à la situation générale de la Mauritanie. C'est un triangle qui est connu, dorénavant appelé triangle de la pauvreté. Dans un autre temps, il fut appelé triangle de l'espoir, et on espère qu'il sera le triangle du développement. C'est au moins la tendance et c'est ce qu'on espère. Mais qu'est-ce qui caractérise vraiment ce triangle? C'est la pauvreté, c'est la pauvreté extrême par rapport à quand on regarde la situation géographique et économique du pays. On constate que réellement toutes les études ont prouvé que ce triangle constitue la poche de pauvreté extrême dans le pays. Et donc, une action qui commence, qui est lancée à partir de ce triangle a une signification particulière, très particulière. Et donc, si on commence par les plus pauvres, la zone la plus démunie, la plus nécessiteuse, c'est pour vraiment donner un signal fort qu'on n'oublie rien et on commence par là où nous devons commencer. Et donc, à partir de là, un travail minutieux a été élaboré sur le terrain pour que l'action elle-même du programme vienne répondre aux attentes réelles des populations locales. Donc, cette opération de lancement que vous avez vue, que vous avez montrée tout à l'heure, elle a été précédée par une campagne de sensibilisation très large et d'orientation des jeunes vers les métiers porteurs pour qu'ils puissent mieux choisir les métiers qu'ils peuvent développer. En quoi ce programme Mehneti est différent des autres programmes, justement, programmes qui ont déjà été lancés? Bon, les programmes de l'emploi... Comme par exemple mon projet Mon Avenir. Voilà. Les programmes sont complémentaires entre eux. Ils se partagent l'objectif de création d'emplois. Mais la création de l'emploi se fait suivant plusieurs approches. Mehneti en développe cette approche. Le programme Meshroua Moustaqbali développe une autre approche qui consiste à développer l'entrepreneuriat. La création de l'entreprise, c'est des jeunes qui sont promoteurs de petites et moyennes entreprises et qui sont financés et appuyés et encadrés dans leur démarche de développement de leurs petites et moyennes entreprises. Le programme Mehneti, c'est un programme de développement des compétences et de recherche d'adéquation de la demande du marché en termes de main-d'œuvre qualifiée avec l'offre en termes de compétences pourvues. Donc, le programme Mehneti, c'est un programme de ressources humaines, de développement de ressources humaines en matière de développement de compétences, et le programme Meshroua Moustaqbali, c'est un programme d'entrepreneuriat. Donc, c'est deux programmes qui sont entièrement distincts, mais qui se croisent au niveau de l'objectif général, qui est la création de l'emploi. Bien sûr, ces deux programmes s'inscrivent dans le cadre des politiques actives de l'emploi que le ministère met en place. Comme vous le savez, le ministère lui-même n'est pas un département créateur d'emplois. Les emplois sont créés par l'économie au niveau des autres secteurs porteurs, notamment le développement rural, au niveau de l'agriculture, au niveau de l'élevage, également aussi au niveau de la pêche, au niveau du secteur des bâtiments et des travaux publics, les BTP, au niveau des services, etc. C'est ça
le secteur privé qui est créateur d'emplois. Néanmoins, un tremplin peut être aussi fait. Mais cela nécessite quand même l'existence des infrastructures de base. Qu'en est-il vraiment? C'est-à-dire des infrastructures de base pour l'eau, l'électricité. Ah oui, bien sûr, c'est pour des ça. Des salles de formation également. Absolument. Mais qu'en est-il? Pour ce qui est de la création de l'emploi, vous savez, tout ça, c'est un tout. Oui. On ne peut pas créer de l'emploi réellement sans qu'on ait, par exemple, les sources d'énergie. Parce que la source d'énergie elle-même, elle est nécessaire pour toute activité. On a besoin de l'électricité, on a besoin de l'eau, on a besoin des services de base, on a besoin de tout. Mais également aussi, on a besoin d'infrastructures routières, on a besoin de bâtiments, on a besoin de tout cela. Donc, tous ces secteurs contribuent de manière conjuguée au développement de l'économie nationale. Et à travers ce développement, particulièrement au niveau de ces secteurs, qu'on développe l'emploi. Et c'est d'ailleurs là que le ministère lui-même, le ministère de l'Emploi, accompagne les politiques de développement de ces secteurs en intégrant des objectifs emploi à tous les programmes structurels qui sont engagés par les autres départements. L'intégration de cet objectif insertion et objectif emploi permet à ces projets, au lieu d'avoir uniquement, je prends à titre d'exemple, construction d'une route ou construction de bâtiments, etc., au lieu d'avoir uniquement l'objectif de la construction physique de ce service, il sera accompagné par une création d'emplois et qui sera valorisé tout au long du processus de l'exécution des travaux. Mais y a-t-il eu une concertation réelle entre vous et les jeunes pour savoir leurs aptitudes et leurs besoins, par exemple? Ah, bien sûr. Chaque fois que nous avons des activités qu'on va lancer sur le terrain, on fait une campagne de sensibilisation, comme vient de le dire Aïcha. On identifie tout d'abord, on fait des notes conceptuelles, et puis on descend sur le terrain, on fait des rencontres avec les jeunes, des rencontres avec les maires, des rencontres avec les autorités locales et l'ensemble des intervenants et des acteurs locaux. Tous les élus, tous les acteurs de la société civile, etc. Et à partir de là, on essaye de mieux cadrer les besoins au niveau local et d'orienter, faire des séances d'orientation et de sensibilisation de ces jeunes pour qu'ils sachent déjà qu'est-ce que c'est comme métier, qu'est-ce que c'est la demande comme compétence nécessaire et qu'est-ce que c'est la demande encore comme formation. Tant de formations nécessaires. Dans ce processus, le programme, le ministère accompagne ces jeunes à travers son inscription dans un établissement de formation avec lequel nous contractons pour sa formation, suivant une durée déterminée. Et à la fin de cette formation, formation qualifiante ou formation initiale diplômante, à la suite de cette formation, on accompagne les jeunes par l'encadrement, mais aussi par une dotation d'équipement et un petit appui financier qui va lui permettre de décoller ses activités. Est-ce que cela leur garantit de trouver ou pour trouver un travail juste après? Le travail, il y en a de deux sortes. Le travail, il y a le travail indépendant, auquel lui, il est préparé. On le prépare déjà. Soit il trouve un travail salarié, ce qui est déjà bien. À défaut, avec les compétences qu'il a, avec les équipements et la dotation qu'on lui a donnée, il peut lui-même se verser dans le marché et exécuter de manière indépendante son travail. Et pour vous, Madame Aïcha, quelle stratégie déployée en matière de formation qualifiante pour les jeunes? Est-ce qu'elle garantit après un travail stable pour ces jeunes-là? Ou une ouverture? Justement, la garantie, on ne peut rien garantir à 100%, mais comme vient tout juste de l'expliquer M. Bekay, ils ont deux options. Soit ils se dirigent vers un travail indépendant, c'est-à-dire qu'ils deviennent leurs propres patrons et on leur met à disposition les outils en plus de la formation.
soit ils ont la chance justement de devenir salariés dans des entreprises, étant donné qu'ils ont été formés dans des secteurs qui sont demandeurs d'emploi. Donc c'est vraiment les deux options qui vont s'offrir à ces jeunes qui auront bénéficié de ces formations qualifiantes. Est-ce qu'on peut parler des critères de sélection des bénéficiaires de ces formations-là? Les critères de sélection ont été les bénéficiaires sont des personnes âgées de 14 à 45 ans, me semble-t-il, dépendant de la formation pour laquelle ils vont opter. Il y a des critères qui sont plus ou moins spécifiques, mais en tout cas, les détails sont à la disposition. On leur fournit une liste avec les détails à chaque fois dépendant de tel ou tel. Pour ne pas rentrer dans les détails parce que la liste peut être. Est-ce qu'il y a un point de roulement justement pour ces jeunes-là, pour leur formation, pour aussi après pour le travail? C'est-à-dire un point de. Ce qui pourrait peut-être leur permettre de démarrer leurs activités. Oui, comment ça se déroule aussi pour le remboursement après et autres. Alors, pour le remboursement, je n'ai pas forcément tous les détails. Je pense que M. Bekay pourra vous éclaircir là-dessus. Mais en tout cas, comme je vous l'ai dit précédemment, ces jeunes, en plus de la formation, bénéficient d'un appui sous forme de financement ou sous forme de dons matériels qui leur permettent justement de se lancer sur le marché. Parce que l'objectif, ce n'est pas de les laisser à leur propre sort, c'est vraiment de les accompagner jusqu'au moment où on s'assure qu'ils ont un emploi. Donc voilà, ensuite pour ce qui est des détails des remboursements, je pense que M. Bekay aura un peu de... Oui, M. Bekay, dites-nous comment ça se déroule, un petit peu le financement, à combien s'élève-t-il, et ensuite comment ça se déroule aussi pour les remboursements et autres pour qu'ils puissent démarrer. Je reviendrai, avant de répondre à cette question, sur les critères de sélection, etc. Elle a effectivement énuméré certains. Sinon, elle les a énumérés, mais je voudrais tout simplement dire que les critères sont variables. C'est en fonction de ce qui est proposé et, en termes de formation et en fonction aussi des prérequis nécessaires. Parce que chaque métier, chaque niveau de formation et chaque durée, à chacune de ces situations, il y a des critères qui sont nécessaires. Il y a certains métiers où l'éligibilité exige d'avoir un certain niveau scientifique, au minimum avoir le niveau de lycée. Je prends par exemple des métiers qui sont un peu liés à l'informatique, si je prends par exemple d'autres métiers, la couture par exemple, à titre d'exemple, le tannage des peaux. Mais justement, est-ce que ces critères tiennent compte de l'environnement, par exemple, à Mal, l'agriculture, peut-être à Moutre? Bien sûr, nécessairement. L'exemple, par exemple, de ce que nous avons fait dans les triangles. Les triangles, ce n'est pas seulement Mal. Mal, il a servi de plateforme pour le lancement. Mais l'action qui a été lancée à ce niveau, elle concerne les 4 Muqata'a, les 3 autres Muqata'a, plus le chef d'arrondissement de Mal. Donc, Mal, Barkewel, Mongel et Mbout. Au niveau pour la sélection de ces jeunes, par rapport au métier, il y a une petite batterie de critères qui a été déterminée, où il y a le niveau scolaire lui-même, il y a la résidence parce qu'on voudrait nécessairement traiter les jeunes qui se trouvent au niveau local, la nationalité, être de nationalité mauritanienne, avoir de la vocation pour tel ou tel métier, il n'est pas forcé on ne le force pas à exercer tel métier sans que ce soit à son choix. Et donc, ces critères, il y a une commission de sélection des bénéficiaires, des candidats qui ont présenté leur candidature pour l'exercice de tel ou tel métier. Cette commission, elle est présidée
elle était présidée par les hakams des Muqata'a et sont membres les maires, les centres de formation professionnelle qui existent au niveau local, les associations, le représentant de la caisse. Mais avez-vous déjà fait face à des problèmes justement dans le cadre de la sélection? Non, rien de particulier. Non. La transparence avec laquelle vous savez, non, des difficultés, peut-être des difficultés dans les procédés, dans le choix. Vous savez, nous, en allant sur le terrain, nous sommes partis par des quotas par commune. C'est-à-dire que telle Muqata'a, elle aura une part X. Cette part, elle est distribuée entre les différentes communes, la commune centrale et les communes rurales. Donc, la première rencontre avec les autorités et l'ensemble des maires, c'est déjà de valider cette répartition. Bon, maintenant, par rapport au choix des métiers, je dirais, c'est dans le cadre d'un petit atelier qu'on s'oriente vers quels sont les secteurs porteurs au niveau de telle Muqata'a. Les Muqata'a ne sont pas les mêmes. Il y a certaines Muqata'a qui ont une vocation agro-pastorale, d'autres qui sont pêche, d'autres qui sont maraîchage, d'autres qui sont... C'est-à-dire que chaque Muqata'a du pays a ses particularités. Et donc, avec les acteurs locaux, notamment les maires et les autorités locales, on essaie de cadrer notre orientation par rapport aux métiers qui vont être développés. Mais également aussi par rapport aux activités génératrices de revenus qui sont inscrites dans le cadre du programme prioritaire élargi du président. Et donc, une fois identifié, chaque commune a ses quotas, et donc on lance les dépôts, un temps nécessaire et suffisant pour le dépôt des listes, le dépôt des candidatures. Une fois le dépôt est fait, a priori c'est entre 10 jours et 2 semaines de date, et on considère que cela est largement suffisant. En ce moment, la commission, qui est une commission locale, entièrement locale, nous on les dote des outils, on les dote des critères qu'il faudrait utiliser, de la feuille de route à suivre, et ils identifient les bénéficiaires, ils font des PV qui est signé par l'ensemble des partis, les maires, l'autorité locale et les bénéficiaires, c'est-à-dire les représentants, et ces listes nous sont transmises. On les traite et on travaille avec les établissements de formation professionnelle en ce moment pour ça a été l'approche qui a été retenue pour ce qui est des triangles de l'espoir. Bien sûr, ça variera certainement d'une zone à une autre, parce que là, ce n'est pas la seule approche que nous avons. Ça, c'est une approche de formation. Mais il y a une autre encore approche qui consiste à aider et à appuyer les apprentis dans les métiers. Les apprentis dans les métiers, on considère qu'ils ont déjà fait un temps d'apprentissage où ils ont acquis un certain nombre de compétences. Ils auront peut-être besoin d'un petit plus pour être au niveau requis et d'un appui matériel pour leur autonomisation. Et là, ça sera encore une autre approche, parce que là, nous partons déjà de leur identification, chacun dans son atelier ou dans son milieu de travail. Est-ce qu'il y a un suivi, évaluation justement de ces activités-là? Absolument. Toute l'activité. Comment ça se déroule? Dans tout son processus. Nous avons des équipes qui suivent toute l'opération à partir de l'identification, les missions de sensibilisation. Quand on lance la formation, ils sont là, ils le suivent. Quand les formations finies, ils dotent les intéressés des équipements et des kits d'outillage nécessaires, et ils les suivent aussi pour qu'ils puissent être intégrés soit au niveau des entreprises, soit au niveau du marché local.
à travers le travail indépendant. Tout ça, c'est très beau, mais nous aimerions savoir, est-ce qu'il y a eu déjà des problèmes, justement, dans le cadre de suivi et évaluation, et après, comment les jeunes reçoivent un petit peu, comment ils se comportent après la formation, comment ça se déroule, comment ça se passe? Bon, et les choses à améliorer, bien entendu. Il faut dire, tout cela est récent encore, pour cumuler déjà une expérience sur laquelle nous allons nous baser et évaluer notre programme. Le programme, il a été créé en mai dernier, mai 2020. Et en septembre, les premières opérations d'identification sur le terrain, etc., ont commencé. Donc là, le premier trimestre de mai à septembre, il a servi de l'élaboration des notes conceptuelles et d'approches qui vont être suivies. Nous sommes actuellement au niveau de la mise en œuvre des premières opérations. On évaluera certainement au fur et à mesure et on corrigera les approches que nous avons. Bon, ce que nous constatons, bon, il s'est basé sur l'expérience avec d'autres programmes, c'est que il y a toujours des déperditions dans toute activité qu'on lance. Vous avez des jeunes qui se lancent dans une orientation et en cours, ils se rappellent qu'ils veulent faire autre chose. Qui ne vont pas jusqu'au bout. Ils ne vont pas jusqu'au bout, ou bien ils lâchent pour d'autres raisons. De toute façon, ça fait partie du jeu et on sait que c'est quelque chose qui est tout à fait naturel. On ne peut pas s'attendre à... Et selon vous, le taux s'élève à combien, ceux qui ne poursuivent pas vraiment de déperdition? Le taux de perdition de ceux qui ne vont pas jusqu'au bout des formations? Qu'est-ce qu'on leur fait? Non, le taux. Est-ce que vous avez un taux déjà défini? C'est encore un peu tôt pour avoir. Je vous ai dit que nous sommes encore à notre première opération. De toute façon, jusqu'à présent, on sent un engouement vraiment très remarqué de l'ensemble des jeunes qui s'orientent vers le programme Mehenti. Est-ce que vous sentez le même engouement justement pour les femmes de cette zone qui s'impliquent un peu aussi dans cette formation? Parce que là, vous n'avez pas encore parlé de femmes. Bon, non, j'ai parlé des jeunes. Quand je parle des jeunes... Oui, vous parlez des femmes. Bon, d'accord, donc pour les femmes. Vous savez... Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier justement pour les femmes où elles sont... Pour garantir, par exemple, l'implication, par exemple, des gens, il faut avoir des métiers qui concernent par exemple les femmes. Quand vous amenez par exemple les femmes à faire de la maçonnerie, bon, même si elles partent pour les premiers mois. Il y a des femmes qui font quand même de la mécanique et des travaux enfin des BTP. Bon. Elles le font, mais restons genre quand même. Justement, restons genre. Restons genre. Moi, qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que moi, je suis pour le travail de la femme. Mais il y a des métiers qui sont, je dirais, masculins parce que ça demande des efforts physiques particuliers. La maçonnerie, par exemple, quand vous voyez un maçon qui est au niveau du 3e, 4e étage sur un échafaudage, moi, j'imagine mal. Même si on peut trouver 1, 2, 3 femmes qui peuvent le faire, de toute façon, ça ne sera que l'exception. Il y a quand même beaucoup de femmes qui se lancent dans ce domaine-là, dans le domaine des BTP et tout. De par le monde, je vous donne mon expérience de par le monde. On trouve quelques cas rares. Par contre, il y a des métiers où on ne trouve que les femmes. Comme, par exemple? Par exemple, la coiffure d'âme, par exemple. Ne me dites pas la cuisine. Malheureusement, pourtant, la cuisine, ça doit être les deux à la fois. Madame Aïcha, qu'est-ce que vous en pensez? C'est les deux à la fois. Oui. La stratégie de communication, justement, que vous avez mis en place pour convaincre ces jeunes, mais surtout les femmes. Les femmes. Donc, les femmes ont un engouement pour ce programme et puis ont eu un engouement aussi pour le programme Mon projet, mon avenir. Ça montre qu'elles ont envie de travailler et on veut vraiment mettre en lumière ça. Par contre, voilà, c'est vrai qu'effectivement, il y a des domaines
par lesquelles elles sont beaucoup plus attirées que d'autres. Par exemple, c'est vrai que pour les formations qui concernent les BTP, on n'a pas forcément eu beaucoup de candidatures féminines pour ces formations-là. Mais c'est vrai que le ministère tient particulièrement la transformation des produits agricoles, par exemple. La transformation voilà, les femmes sont plus attirées par les métiers agricoles, la coiffure, l'entrepreneuriat, le commerce, etc. Voilà, la teinture, la couture, ce genre de métier. Vous avez ça dans votre programme? Oui, ça fait partie des formations, oui, tout à fait. Tout à fait, comme l'a précisé M. Bekkay, il y a des formations pour lesquelles on sait qu'il y aura beaucoup plus de candidatures féminines et il y en a d'autres où il y en aura beaucoup. Mais bon, on ne ferme pas les portes. Si par exemple une femme décide de faire une formation en BTP, je ne pense pas que vous allez leur fermer la porte. Donc non, pas du tout. On n'a pas du tout cette vision où il y a des secteurs qui sont... Mais c'est la société qui fait que. Mais justement, on souhaite sensibiliser ces femmes pour leur dire... Justement, est-ce que c'est le point de vue des femmes, ce choix-là, ou c'est beaucoup plus quelque chose d'imposé? En tout cas, si c'est imposé, ce n'est pas imposé par nous. Par nous, je veux dire le ministère et ni le programme. Si c'est culturel. C'est culturel, voilà. Et justement, ça fait partie de notre travail de sensibilisation. Justement, comment se déroule votre travail de sensibilisation, et pour les jeunes et pour les femmes aussi, pour arriver un petit peu à capter leur attention? Quels sont les moyens que vous déployez pour arriver à les convaincre, surtout que c'est plutôt des métiers que les gens rechignent de faire? Donc, comment vous faites? Donc, nous, notre approche, ça a été plus déjà de convaincre les jeunes de manière générale, sans viser forcément les femmes. Parce qu'on ne voudrait pas guider leur choix pour telle ou telle formation, surtout que ça doit être un choix qui vient d'eux, parce que si on leur impose quelque chose, ils vont finir par lâcher, et justement on ne veut pas qu'il y ait une déperdition en plein milieu d'une formation. L'objectif, c'est juste de leur proposer les options, de leur dire voilà, ce métier consiste à faire ça, ça, ça. Et les jeunes, les femmes, les jeunes hommes choisissent en fonction de eux leur vision et de leur vision de leur avenir, la vision du métier qu'ils souhaiteraient faire. Donc voilà. Mais ce qu'on préconise auprès des femmes, c'est de leur dire voilà, c'est un métier, certes, dans lequel il y a beaucoup d'hommes, mais il n'est pas fermé aux femmes. Donc voilà. C'est vraiment un travail de sensibilisation et de... Mais quels sont les moyens ou le support de communication que vous utilisez pour pouvoir toucher tout le monde? Dans cette zone-là, ça a été beaucoup... parce que pour le moment, ce programme a été lancé uniquement au niveau du triangle de l'espoir. Ça a été une sensibilisation sur le terrain, avec des rencontres avec les jeunes. Du porte-à-porte. Voilà, oui, on peut appeler ça du porte-à-porte, mais vraiment il y a eu des réunions avec les jeunes, les associations des jeunes là-bas, les ONG, etc. pour leur expliquer. Mais surtout avec le Covid, donc la situation est un petit peu particulière. Oui, c'est sûr que le Covid change tout. Mais vous utilisez aussi des canaux de communication comme la radio et la télévision? Oui, tout à fait. Mais comme on vous l'a dit, c'est un programme qui a été lancé il y a 2 semaines à peine. Donc là, il y avait vraiment, et comme ça visait une zone en particulier, donc oui, on s'est servi uniquement des canaux de communication pour viser cette zone en particulier. Et en fonction de l'élargissement de ce programme à d'autres, parce que ce programme a vocation à être mis en œuvre sur tout le territoire national, pas uniquement au niveau du triangle de l'espoir, même si ça a été le point de départ. Donc oui, là on va travailler avec la radio, la télé, diffusion de spots, les réseaux sociaux, beaucoup les réseaux sociaux, WhatsApp, tous les canaux de diffusion possibles et qui sont à notre disposition pour faire ce travail de sensibilisation. Et si une fois que la pandémie arrivera à terme, faire une caravane justement avec des équipes du projet Mehneti
pour faire une sensibilisation, aller à la rencontre des jeunes, répondre à leurs questions, essayer de leur apporter toutes les réponses qu'on peut. Ouais, est-ce qu'il y a eu l'implication de la société civile justement pour aider un petit peu dans cette sensibilisation et tout, surtout la société civile locale? Oui, oui. En tout cas pour la zone du Triangle, oui. J'espère qu'on aura le même engouement au niveau de l'ensemble du territoire national, parce que le programme n'est pas encore lancé au niveau national. Donc voilà, le travail, l'objectif c'est de travailler vraiment avec la société civile, les ONG, les jeunes, les organisations. Est-ce que vous avez une idée de la nature, enfin la nature du travail, des activités des ONG là-bas qui travaillent sur place, et comment ces ONG-là peuvent vous aider? Il y a différentes ONG. Pourquoi avoir recours à eux? C'est parce qu'eux, ils sont en contact avec les jeunes. Ils connaissent les jeunes de leur communauté. Et puis, les jeunes écoutent beaucoup plus ces personnes qui connaissent déjà. Donc, c'est plus facile, nous, de faire passer notre message. Les relais communautaires, voilà, les relais communautaires, tout simplement. À travers ces relais, parce qu'il y a déjà une relation de confiance qui est établie avec les jeunes à travers ces ONG-là, et c'est le meilleur moyen de faire passer les informations. Alors, Monsieur Hamadi, est-ce que ces relais communautaires ont joué un rôle important justement dans l'ancrage de ce programme-là, Mehneti? Oui, nous avons les messages que nous avions à diffuser. Nous avons travaillé avec ce qui existe au niveau local. Je ne vous dis pas que la société civile au niveau de l'intérieur a la même dimension que celle de Nouakchott. C'est certainement très différent. Néanmoins, quand même, ce qui existe, ils ont été invités, au même titre que, par exemple, que l'ensemble des élus, et ont contribué eux aussi à vulgariser la politique du projet et son approche, et sensibiliser les jeunes sur l'intérêt de la pratique des métiers et des métiers de manière générale. Donc pour nous, ça a été très utile, tout comme aussi les missions, quand elles se déplacent à l'intérieur du pays, elles utilisent aussi les médias qui s'y trouvent, que ce soit la télévision, les radios, les journaux locaux ou les sites au niveau locaux, qui ne sont pas des moindres. Et donc, tous ces outils, nous considérons qu'ils contribuent de manière générale au développement d'une mentalité qui ne refuse pas, c'est-à-dire qui ne repousse pas l'exercice des métiers, et qui crée chez les jeunes une volonté de travailler et d'exercer les métiers, peut-être qui, en les découvrant, trouvent qu'ils sont beaucoup plus bénéfiques que ce qu'ils pensaient. Alors rappelez-nous pourquoi ces opportunités d'emploi ont été plus dans le triangle de l'espoir. Non, le triangle de l'espoir, je ne dis pas qu'il est plus créateur ou porteur d'emploi que les autres régions. Je dirais que peut-être même moins, parce que la création de l'emploi, c'est par rapport au développement économique local. On ne peut pas dire que dans une zone pauvre, qu'elle va créer plus d'emplois qu'une autre. Mais je dirais qu'il y a des opportunités. Il y a des opportunités qui peuvent être développées. Ces opportunités, il faut savoir les saisir, et il faut savoir les promouvoir aussi. Les promouvoir par une explication large du résultat qui peut être, de ce qu'on peut gagner à travers l'exercice de tel ou tel métier, du parcours qui doit être suivi pour l'acquisition des compétences nécessaires, et la création aussi de la demande elle-même au niveau local.
Je vous ai donné par exemple l'exemple quand on a parlé des gens de la coiffure d'âme par exemple. La coiffure d'âme, bon, au niveau local, ils peuvent s'en passer si elle n'existe pas, mais si une fois elle existe, bon, je vous laisse mais vous-même coiffure imaginer. d'âme pour Donc, rémunération, c'est pas tellement fort. Coiffure pour dame en termes de rémunération. Bon, ça, vous êtes mieux placé pour dire. Justement, c'est mais pour je ça sais que quand même que la demande est assez Est-ce que importante. vous avez donné cet exemple? Oui, je sais que la demande est assez importante. Je sais que dans ces zones, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Bon, ça c'est parce que les jeunes ont tendance à s'exiler déjà rapidement une fois que la saison agricole finit. Et donc, c'est essentiellement les femmes qui restent à ce niveau-là. Je donne encore un autre exemple, par exemple la couture. La plupart. Oui. Donc, elles ont besoin de plus d'activités ou plus de formations qui génératrices de revenus qui soient beaucoup plus... Absolument. D'ailleurs, le constat que nous avons, c'est que dans toutes les spécialités qui sont ouvertes, et il y en a du tout, bon, peut-être la maçonnerie, non, mais la plomberie, l'électricité, la soudure, la menuiserie, le maraîchage, etc. Dans tout ça, on trouve autant de femmes que d'hommes. Donc, elles sont là. C'est vrai que celle que nous avons donnée, la couture par exemple, elle est à 98% de femmes. La coiffure d'âme, c'est 100% femmes. Mais pour tous les autres métiers, on trouve autant de femmes que d'hommes. Absolument. Et bon, je crois aussi qu'elles peuvent facilement exercer. L'électricité, ça ne demande pas quand même un effort physique important. Tout de même aussi la plomberie. Peut-être c'est un... Donc vous tenez quand même compte que dans ces zones, la plupart dans ces zones, les femmes sont plutôt chefs de famille. Donc il leur faut vraiment des activités génératrices de revenus. Oui. Bon, ça nous avons pris cela en considération. Parce que, et pour la première fois, nous avons rapproché l'offre de la formation des bénéficiaires eux-mêmes. Habituellement, les établissements de formation se trouvent au niveau régional, uniquement au niveau des chefs-lieux de la wilaya. L'approche que nous avons développée à travers à la fois les formations, mais également aussi à travers les AGR, c'est de ramener ces services au niveau local. Et donc les formations, par exemple, qui existent maintenant, elles sont délocalisées. Donc elles se trouvent au niveau des Muqata'a et c'est pour la première fois. Et donc là, ça sert déjà les femmes. C'est pourquoi on trouve une présence importante de ces femmes au niveau de... Par contre, au moment où tout le monde est déplacé vers les chefs-lieux des wilayas, comme vous l'avez dit, les femmes sont des responsables de famille, et donc elles ne peuvent pas se déplacer. Mais compte tenu que c'est à proximité, elles l'exercent. Mais également aussi pour les AGR, bon, ce n'est peut-être pas très menti, mais c'est PROPEP. Par exemple, pour les AGR, avec la CDD avec laquelle nous avons contracté, elle est venue, elle aussi, au niveau des départements, au niveau des communes, pour traiter les demandes des bénéficiaires des activités génératrices de revenus. Le programme Mehneti compte quand même élargir son champ d'action dans d'autres wilayas. Absolument. Nous avons dans le cadre le programme Mehneti, comme vous l'avez dit dans votre introduction, c'est un programme qui s'inscrit dans le cadre du programme large qui est dénommé programme prioritaire élargi du président de la République et qui est un programme qui touche l'ensemble des départements pratiquement mais également aussi l'ensemble du territoire national. Le programme Mehneti, tout comme les autres activités du PROPEP et qui sont mises en œuvre par le département et qui en sont 7 et pour les énumérer, nous avons le programme Mehneti dont on a, je crois, largement débattu.
il y a le programme Meshrou'i Mustaqbali. Il y a l'acquisition et la distribution de 3000 tricycles pour le remplacement des charrettes et pour l'amélioration de la production, de la productivité, pardon, par rapport aux les coopératives qui travaillent dans le domaine agricole ou celles qui travaillent par exemple dans le domaine de la distribution et de la vente des produits de pêche, etc. Donc, l'acquisition et la distribution de 3000 tricycles. Il y a deux fonds, un fonds de l'entrepreneuriat, de promotion de l'entrepreneuriat, qui est mis en œuvre avec la CDD, et un fonds spécial de l'emploi, qui va être mis en partenariat avec l'Agence nationale de promotion de l'emploi, l'agence Tashri, et deux autres activités qui concernent les formations. Une pour les formations qualifiantes pour l'amélioration de l'employabilité des jeunes, pour améliorer leurs chances d'insertion, et une autre activité qui concerne les formations en entrepreneuriat pour les promoteurs de micro et petites entreprises. Donc ces 7 activités sont des activités qui sont inscrites au même titre que Mehenti dans le cadre du PROPEP et qui vont couvrir l'ensemble du territoire national. La durée d'exécution de ces activités est établie pour 30 mois. Au cours de ces 30 mois, on doit parvenir à créer 52 000 emplois. Est-ce que ces projets sont, enfin, comme vous l'avez énuméré, font partie du programme du président de la République déjà, ou sont une réponse justement avec ce qui se passe en ce moment avec le Covid? Non, le programme il est intitulé Programme prioritaire élargi du président de la République. C'est un programme important un programme électoral. Plus de il est tiré du programme électoral, du programme Ta'ahudati. C'est un programme opérationnel tiré du programme Ta'ahudati et qui est inscrit pour une durée de 30 mois et qui effectivement a été identifié pour faire face pour une réponse à la Covid. Son impact qui a... Donc ça devient en quelque sorte une réponse aux urgences, aux exigences du Covid. Absolument. Et donc, ce que nous aurons donc pour l'année 2021, dans le cadre de ces activités que le ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports met en œuvre, nous allons distribuer 2000 tricycles qui seront répartis sur tous les territoires nationaux. 2000 ou 3000? 3000 pour les 30 mois. Pour les 30 mois. C'est-à-dire jusqu'à 2022. Pour 2021, nous allons distribuer 2000 tricycles. Est-ce que vous avez pensé justement au problème de maintenance justement de ces tricycles-là? Bien sûr. Dans les dossiers d'appel d'offres, dans les DAO, nous avons tout prévu. Les dossiers la question de la maintenance, les services après-vente, la formation des conducteurs, la répartition géographique, tout cela est pris en considération dans ce domaine. Également aussi, Meshrou'i Mustaqbali permettra avec le fonds de l'entrepreneuriat, permettra de financer un peu plus de 3000 projets promoteurs d'emploi. Le programme Mehenti, lui, permettra de former et d'insérer et d'appuyer l'insertion de 2000 jeunes. Pardon. Donc, permettra donc d'insérer ces 2000 jeunes. Donc, ces activités-là sont celles qui sont prévues pour l'année 2021. Alors, Madame Aïcha, disons que la réussite de ces programmes dépend beaucoup de la forme de communication que vous lancerez. Donc, qu'en est-il? Donc, comme je vous ai dit... Qu'en est-il exactement? En ce qui concerne en tout cas Mehnethi, comme je vous ai dit, la priorité c'est vraiment un travail de sensibilisation. En ce qui concerne mon projet, mon avenir, là pour 2021, il est prévu le démarrage de la deuxième opération
Comme vous le savez, la première opération est arrivée à terme il y a peu avec le financement de 500 projets à travers tout le territoire national. Donc pour là, la deuxième phase, l'objectif de la communication, c'est déjà de s'assurer que tous les jeunes sont informés de cette opportunité. C'est vraiment à travers les médias, à travers la radio, à travers les ONG, les relais communautaires, etc. Vraiment arriver à toucher tous les jeunes pour que tout le monde puisse tenter sa chance et bénéficier de ce financement et de cet accompagnement. Donc voilà, l'objectif c'est de miser vraiment sur tous les canaux de diffusion de l'information. Il faut faire comprendre aux jeunes qu'ils ont, disons, tous les mêmes chances pour accéder justement à ces formations-là, à ces opportunités d'emploi. Ce sont des opportunités, la sélection est faite en toute transparence. Les sélections sont faites au niveau local, comme vous l'a précisé M. Bekkay. Nous, on est là pour mettre en place la machine et ensuite tout est fait localement. Par exemple, M. Moustarbeli, il y a quand même eu pour la première opération un important engouement parce que on a reçu plus de 12 000 candidatures quand même. On ne pensait pas avoir un engouement aussi important. Ça veut dire que quelque part la communication a fonctionné suffisamment. Alors Monsieur Hamadi, vous êtes d'accord avec Madame Aïcha? Justement maintenant, qu'attendez-vous vraiment de la communication pour faire fonctionner justement tous ces programmes-là, pour les booster? Bon, moi je crois qu'il y a un travail qui est important qui est mené ces derniers temps là par les ministères et qu'il faut nécessairement médiatiser au maximum possible dans l'objectif de sensibiliser les publics bénéficiaires. Moi je crois que la première des conditions qui doit être prise en considération, c'est de donner la chance à tous les jeunes Mauritaniens. Et pour leur donner tous la même chance et au même titre d'égalité, c'est de leur passer tous l'information. C'est que l'information doit être disponibilisée à tous les niveaux, pas seulement à Nouakchott, pas dans un quartier de Nouakchott, pas au niveau seulement des chefs-lieux des wilayas, mais il faut aller jusqu'au niveau des contrées lointaines, c'est-à-dire au minimum au niveau des Muqata'a et des communes rurales. Parce qu'il n'est pas normal quand même que l'offre de services soit toujours centralisée au niveau de Nouakchott-Ville et que le reste du pays n'en bénéficie pas. Et nous avons notre expérience avec l'année dernière avec Meshroui Moustarbeli, c'est que bien que la sensibilisation a été suffisamment large, nous avons été dans toutes les wilayas du pays, mais l'information, nous avons constaté plus tard qu'elle n'a pas été relayée au niveau des Muqata'a. C'est pour cela nous avons, avec même cette année, et nous avons commencé avec le programme Mehneti, nous sommes allés jusqu'au niveau des communes rurales. D'accord. Et le programme Meshroui Moustarbeli en fera encore. Oui, il nous reste moins d'une minute. Alors, en un mot, est-ce que ce programme représente vraiment le rêve ou l'espoir de ces jeunes du Triangle? Bon, moi, en un mot. Pas seulement du Triangle. Moi, je crois que nous pouvons arriver en Mauritanie à un niveau de taux de chômage qui peut frôler les zéros. D'accord. Je le confirme, attendez. Parce que nous avons suffisamment d'emplois sur le marché et qui, si nous préparons réellement la demande sociale, c'est-à-dire les jeunes, à exercer ces métiers. Alors, Madame Aïcha, un dernier mot rapidement. Voilà, je suis tout à fait d'accord. L'objectif de ces programmes, c'est de mettre en adéquation l'offre et la demande. Et à partir du moment où les deux se rencontrent, je pense qu'on arrivera quand même.
si ce n'est pas frôler le zéro, mais on est très très bah, proche. espérons. Alors merci beaucoup Madame Aïcha Al-Khal, conseillère en communication au ministère de l'Emploi, et merci à vous également Monsieur Hamadi Bekay, chargé de mission au ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports et coordinateur du programme Mehneti. Merci à nos chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Merci également à nos coordinateurs, Rabia Deida et Mamadou Gueye, et merci surtout à notre équipe technique qui nous ont accompagnés tout au long de cette émission. Bonne soirée.